Bienvenue sur Attitude, le podcast dédié aux entrepreneurs et aux sportifs. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Greg Chiponi. Greg qui a 41 ans et qui est coach sportif sur la région d'Aix-en-Provence. Bienvenue Greg. Merci de m'inviter. Ouais, merci d'avoir répondu à l'invitation pour le podcast Attitude. Tu étais déjà venu sur le centre de formation pour faire une petite intervention, notamment sur ton activité, sur tes différentes activités, parce que tu en as plusieurs. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, j'aimerais bien faire une petite présentation un peu originale. J'aimerais que tu te présentes comme si tu étais dans un ascenseur. Tu vois, là, on a 20 étages. Et on a 20 étages. C'est le laps de temps qu'il nous faut pour que tu m'expliques qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok, je suis Greg Chiponi, 41 ans comme tu l'as dit, coach sportif et maintenant influenceur du fitness sur les réseaux sociaux. D'accord. Très rapide. C'est très rapide. Ah ouais, là ça fait plus que rapide. Jusqu'au 5e étage. Plus que rapide. T'as des enfants? J'ai 2 enfants, j'ai un petit garçon de 4 ans, une fille de 15 ans. Je suis marié à Mélanie Alagna, ma femme qui est coach aussi et spécialiste de la nutrition sportive. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait une quinzaine d'années que je suis coach et ça fait 24 ans que je pratique la musculation. À savoir, mon premier métier, c'était footballeur au FC Istres. D'accord. Dans les années 99-2000. D'accord. Pourquoi t'as pas été jusqu'au bout ou si t'as été jusqu'au bout, je sais pas. Je suis pas allé jusqu'au bout par ma jeunesse qui m'a joué des tours, manque de sérieux, manque de discipline, très dissipé. Et je me suis endormi un petit peu sur mes qualités. Et après, quand tu es au niveau professionnel, au fur et à mesure, les autres évoluent et toi, tu régresses. Et donc, du coup, perte de contrat. Et on repart à zéro, on va faire des petits boulots jusqu'à que je devienne coach et que je me lance pleinement dans mon activité de coaching. D'accord. T'es devenu coach, tu as passé des diplômes. Comment ça s'est passé ce cursus? BPGEPS, pendant quelques années, on va dire, vu que j'avais certain nombre d'années de pratique, que je suis quelqu'un qui adore le bodybuilding depuis tout petit. Je me suis vraiment beaucoup documenté sur l'anatomie, sur la physiologie, sur les techniques d'entraînement, tout ça. J'ai coaché pendant quelques années, je n'ai pas peur de le dire, sans diplôme. Ouais. Et à un moment donné, on va dire que les rageux m'ont permis de passer mon diplôme parce que j'ai commencé à recevoir des messages parce que je prenais un petit peu trop de place dans le monde du coaching en présentiel au départ. Et je recevais des messages de personnes qui me disaient Greg, on va te dénoncer, t'as pas de diplôme, tout ça. Et puis ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je fasse les choses bien. J'ai un diplôme à passer, on va le passer. Et donc, du coup, je suis rentré en formation il y a des années de ça. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais en formation, je coachais déjà des profs à moi. Donc voilà, j'ai passé ce diplôme pour travailler dans les règles de l'art et respecter les lois du coaching. D'accord, c'était quoi le centre de formation? J'étais à Prépa Sport. Prépa Sport, oui, très connu sur la région de Aix. Prépa Sport. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a changé quelque chose dans ta vie professionnelle? Ouais. Un moment peut-être aussi? Rencontre ma femme. En fait, je rencontre ma femme il y a à peu près un peu plus de 7 ans. Et elle est coach aussi. Elle est coach aussi. Et du coup, c'est ce qui m'a donné aussi le déclic de se lancer ensemble, d'entreprendre encore plus de choses, d'aller encore plus loin dans le coaching. Parce qu'elle avait des qualités que j'avais pas. J'avais des qualités qu'elle n'avait pas. Et à un moment donné, je me suis dit, avec nos 2 qualités, on peut faire des grandes choses. Donc ça a été un déclic supplémentaire. Voilà. Après, j'ai rencontré plein de grands sportifs, puisque étant issu du milieu du football, j'ai pu rencontrer pas mal de professionnels de football, et donc aussi des préparateurs physiques. Et du coup, il y a plusieurs rencontres, mais on va dire la principale, c'est ma femme. Aujourd'hui, on a voulu t'inviter parce que tu es un coach très influent dans le milieu sportif. Tu as 1,5 million de followers sur Instagram, donc c'est quand même considérable. Du coup, nous, on se posait un tas de questions sur ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à fédérer une communauté aussi importante sur Instagram? Est-ce que c'est quelque chose
que tu te voyais faire quand tu étais gamin? Non. Ben, je ne me voyais pas faire ça parce que je ne suis pas déjà de la génération réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé à faire du sport, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. On ne se filmait pas dans les salles, on ne se filmait pas en train de jouer au foot ou autre. Donc, j'étais pas prédestiné ou j'aurais jamais imaginé faire un jour ce métier parce qu'à mon époque, il n'existait pas ce métier d'influenceur du fitness. J'y suis arrivé un petit peu par la force des choses, comme je le dis souvent, puisque j'étais coach en présentiel et que je faisais un grand nombre d'heures par jour. Je coachais entre 7, 10, 12 personnes par jour, du matin 6h jusqu'à 20h, 21h le soir, des fois sans manger. Et j'ai vu peu à peu mon métier de coach en présentiel mourir par justement ces réseaux sociaux, ces coachs des réseaux sociaux qui arrivaient en puissance, que ce soit des petits jeunes ou d'autres personnes qui, en quelque temps, arrivaient à lancer une activité grâce à une communauté qu'ils avaient créée. Et puis, ça m'a donné l'idée, justement, par la force des choses, parce que mon emploi du temps, il était plein du matin jusqu'au soir. Je passais beaucoup moins de temps avec ma famille et mes enfants. Et je me suis dit, il faut qu'on tente, nous aussi, de se lancer sur les réseaux, parce que notre métier, il est en train de mourir, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as construit et que tu n'aurais pas imaginé possible il y a 10 ans? Être suivi par plus de 3,5 millions de personnes en cumulant toutes mes plateformes, j'aurais jamais cru un jour que j'aurais pu rassembler autant de monde. Bien sûr que si j'aurais réussi ma carrière professionnelle, j'aurais pu le faire. Mais en tant que simple coach Greg, j'aurais pas cru arriver à faire tout ça, quoi. Ouais, finalement. Et finalement, je l'ai fait. L'impossible n'existe pas. Avec du travail et de la constance, on peut faire de grandes choses. Et c'est à la portée de tout le monde. Il y a un mot ou une valeur que tu mets au-dessus de tout dans ta façon d'entreprendre? Alors, ça va être un peu bateau, mais déjà, un mot qui se perd, je trouve, c'est authenticité. C'est garder son identité, pas se calquer aux autres, défendre ses idées, être à l'écoute, mais voilà, authenticité et constance. La constance, on en a discuté déjà ensemble, sans constance on n'arrive à rien, il y a des échecs et c'est la constance qui fait que ces échecs deviennent des leçons. S'il n'y a pas de constance, l'échec c'est simplement un échec, c'est pas une leçon. Mais est-ce que c'est pas une leçon que tu as appris justement quand tu t'es lancé quand tu étais dans le foot? Est-ce que c'est pas une leçon que tu as appris quand tu t'es lancé dans le foot et que finalement ça n'a pas été au bout et là d'un seul coup tu t'es dit bon bah là je me lance dans le métier de coach et il va falloir que je sois beaucoup plus constant? En fait, si tu veux, c'est une leçon que j'ai appris dans le métier de foot, mais des fois, quand tu manques de maturité, tu prends pas les leçons comme tu devrais les prendre, tu vois. Donc du coup, ça te passe un peu au-dessus de la tête et toi, tu joues sur tes qualités, tu te dis, je suis bon dans mon domaine et ça va le faire. Et puis la leçon, elle arrive vraiment justement quand tu es face à l'échec et que là, tu perds ton contrat, que tu n'as plus de club, que tu te retrouves à jouer dans des clubs amateurs, que tu commences à avoir des salaires qui font qu'aller vers le bas. Et donc, du coup, c'est là où tu te dis, oui, la constance, la leçon, c'était ça. Et puis, justement, maintenant, pourquoi j'ai cette constance? Parce que je me dis, j'ai une deuxième chance dans le sport. J'ai une deuxième chance dans le domaine que j'aime le plus au monde. Donc, je ne vais pas la laisser passer. Donc, maintenant, avec la maturité, la constance, je sais ce que c'est, bon. quoi, je l'applique. Ouais. C'est quoi la journée type? La journée type de Greg? Alors, la journée type, je me lève à 5h30. 5h30, 5h45. J'en mets un à 30 et un à 45. Ça dépend. Des fois, je me lève de suite. Des fois, c'est à la deuxième sonnerie. Je me lève, je déjeune, je pars à la salle. Bon, je sors mon chien aussi, faut le dire. 10 minutes le matin. Je pars à la salle. Alors, deux possibilités. Soit j'attaque d'entrée des tournages vidéo pendant de 4 à 6 heures de tournage. Soit je coach une personne. Je fais mes tournages vidéo, puis à 11h30, je m'entraîne. Puis à midi et demi, midi 45, souvent j'ai un deuxième coaching, même si j'arrête de plus en plus le coaching en présentiel. Et puis l'après-midi, ça va être les retours montage vidéo avec mon équipe, ça va être les rendez-vous en visio, ça va être tout ce qui est administratif, répondre à mes coachings que j'ai... mes coachings que j'ai en personnalisé. Donc voilà, une journée type, c'est ça. D'accord. Matin tournage, fin de matinée training, peut-être un coaching qui se cale.
Et puis après, voilà, tout ce qui est administratif, les retours vidéo, on n'arrête jamais jusqu'au soir, hein. Ouais. Mais L'entrepreneur, alors j'ai des journées types, mais je pense que c'est comme toi. Il y a toujours quelque chose qui vient se rajouter, ou voilà, tu as toujours un coup de fil à passer, ou quelque chose comme ça. Et c'est quoi la journée que tu détestes? La journée que je déteste, quand il y a des annulations, la journée que je déteste, c'est perdre du temps par rapport soit à l'incompétence, soit à l'indiscipline des autres. D'accord. Voilà. C'est-à-dire quand j'ai prévu quelque chose, quelqu'un qui me plante, ou au dernier moment, voilà. Parce que je me dis, maintenant, je travaille du matin jusqu'au soir. Mon temps, il vaut de l'argent. Si je ne prends pas d'argent, c'est parce que je passe ce temps-là avec ma famille. Voilà. C'est business, famille. Je ne donne pas mon temps à n'importe qui. Je ne suis pas une star, mais je travaille beaucoup pour avoir ce que j'ai actuellement. Donc le peu de temps que j'ai, je préfère le passer avec ma famille. Si quelqu'un m'a planté une journée, ben, il m'a planté au final du temps que j'aurais pu passer avec mes enfants ou ma femme, quoi. Tout à l'heure, tu nous disais que tu coachais encore, malgré tes 1,5 million followers sur Instagram et sur tes différents réseaux sociaux aussi. Ouais. 3 millions cumulés sur tes réseaux sociaux. Tu coaches encore. Ouais. Ben, je vais te dire pourquoi. Si tu veux, à l'heure actuelle, je peux me permettre de plus coacher. Ça représente peut-être même pas 5% de mon chiffre d'affaires, le coaching en présentiel. Simplement, je le fais pour rester au contact avec la réalité du terrain, au contact des gens, pour continuer à faire du travail de qualité, avoir des idées sur mes contenus par rapport à des problématiques que je vais rencontrer en présentiel, avoir des idées pour la création de mes programmes génériques ou personnalisés, puisque je vais répondre à différentes problématiques sur le terrain, et ces problématiques, je vais les retrouver forcément dans des programmes soit génériques, soit personnalisés par des personnes à distance qui vont rencontrer des problèmes et qui vont me poser des questions. Et j'ai envie, voilà, de rester en contact de ça, de continuer de me former, sur le terrain, et continuer aussi de me documenter. D'ailleurs, tous les plus grands coachs, je ne m'estime pas en tant que plus grand coach, mais je veux dire tous les plus grands coachs, moi, qui m'inspirent, génèrent énormément d'argent, et tous continuent à avoir un minimum d'activité sur le terrain. Parce que c'est l'essence même de notre métier. Ne pas être un bon coach en présentiel, en distanciel, faire des bons programmes, avoir des idées de contenu si tu n'es pas en contact des gens. Ouais, on est assez d'accord, on en avait discuté plein de fois. C'est vrai que le terrain te permet de t'inspirer et la programmation en ligne, et surtout de rester performant sur la programmation en ligne. Et le terrain te permet de rester crédible, en fait, tout simplement. Exactement. On parle de crédibilité, là. Il y a une question que je me posais, Greg. Qu'est-ce que tu as automatisé dans ta vie pour garder le cap, pour pouvoir faire autant de choses? Qu'est-ce que j'ai automatisé? Je me fixe des règles. C'est-à-dire, je me dis, dans la semaine, je me fais des checklists. J'ai tant de choses à faire. Avant de commencer ma semaine, bon, attention, il y a toujours des trucs qui se rajoutent, j'essaye de planifier au maximum. Donc automatiser, maintenant j'ai pris, si c'est ce que tu veux dire, si je ne me trompe pas de sujet, j'ai un vidéaste qui me fait toutes mes vidéos, tous mes contenus. Ça veut dire qu'on se donne des jours dans la semaine où on tourne, on fait les contenus, on fait la création, j'écris les scripts, on tourne, et il fait tous les montages. C'est-à-dire que j'ai automatisé, c'est lui qui fait les tournages, c'est lui qui fait les montages, c'est une personne dans qui j'ai extrêmement confiance. Donc déjà ça m'a libéré un temps fou dans mon activité. À côté de ça, sur les coachings en personnalisé ou même sur le générique, toute la partie alimentation, c'est ma femme on a coupé en deux. Je fais la partie sport, elle fait la partie alimentation. Donc ça, c'est automatisé. J'avais quelque chose d'automatisé, mais là en ce moment je suis revenu en arrière. J'avais un agent qui discutait pour moi avec les marques. Puis ça, je suis revenu en arrière parce que je me suis dit, qui de mieux peut parler de ma propre personne? Ben, c'est moi. Qui de mieux peut me représenter? C'est moi. Mais voilà, déjà, on va dire que comme c'est maintenant 60%, voire 70% de mon travail, je ne peux pas dire 80%, la création de contenu, d'avoir délégué toute cette partie-là,
ben, ça me permet de faire autant de choses puisque j'arrive à me concentrer sur les choses sur lesquelles je suis le meilleur. Moi, je ne suis pas un monteur vidéo, je ne suis pas un vidéaste, je suis coach. Je suis coach et j'ai la faculté d'avoir beaucoup d'imagination, donc d'imaginer mes scripts, de mettre toujours cette petite touche d'humour, tout ça. Et en déléguant ça, je peux me concentrer vraiment sur la partie où je suis le meilleur et performer. Voilà. D'accord. C'est ce qui me permet de garder, parce qu'à un moment donné, justement, comme tu dis, j'ai tout fait avec un téléphone et un trépied. C'est pour ça que je dis aux jeunes, n'ayez pas peur de vous lancer, vous pouvez le faire. Mais à un moment donné, tu plafonnes. C'est bien pour atteindre un certain cap, mais quand tu veux passer un autre cap, tu es obligé d'entreprendre d'autres choses et d'en déléguer certaines. C'est sûr. Mais moi, je ne veux pas faire comme peut-être certains collègues coachs, je ne vais pas déléguer mon travail. Moi, je vais déléguer la partie qui n'est pas la mienne à la base. Le montage, le tournage et toutes ces parties-là administratives. C'est quoi les erreurs, les 3 erreurs que tu vois les coachs faire quand ils veulent se lancer en ligne? Déjà, première erreur, pas être un bon coach en présentiel. Alors, un bon coach, c'est relatif. Qu'est-ce que c'est qu'un bon coach? Mais voilà, de ne pas se former sur le terrain. De ne pas se créer déjà une communauté. Parce que je vends en ligne. Ok, je fais mon site internet et je vends des programmes en ligne. À qui je les vends? Donc 2 erreurs. Pas de terrain, pas de stratégie pour vendre. Et 3e erreur, justement, ne pas assez se former, se limiter à dire j'ai un BPGEPS, un CQP, une licence, ce que tu veux. Mais voilà, je me suis limité à ça. Et du coup, je vais plafonner. D'accord. Et du coup, à un moment donné, tu vas être limité par tous ces paramètres. Déjà, le premier paramètre, tu vas être limité si tu n'as pas un certain nombre de bouteilles, d'heures de coaching en présentiel. Ça va être difficile déjà pour faire des bonnes programmations en ligne. Attention, on en voit, hein, mais qu'est-ce que ça donne, je ne sais pas. Enfin, je le sais parce que je vais te dire honnêtement, j'ai déjà acheté toutes les programmations de mes confrères. Hein. Ouais. Il y en a des très bons et il y en a, c'est à tomber par terre, quoi. Ouais, ça te permet à toi, bon, c'est de l'espionnage industriel un peu, hein, mais ça te permet à toi de donner quelque chose de Ça me permet de viable. voir aussi comment travaillent les gens, quels supports ils utilisent, comment ils présentent leurs choses. Ça te permet d'imaginer toi comment tu pourrais faire. Tu veux faire mieux, si tu vois, te donner des idées. Et aussi de te jauger un petit peu et de dire, moi je fais ça et peut-être j'ai tant de notoriété et je ne suis pas autant reconnu que lui qui fait ça. Et il est considéré comme le dieu du coaching, tu vois. Ouais. Donc ça te permet un petit peu de jauger, d'apprendre, d'expérimenter. Donc... Ok. Il y a quoi que les gens, ils croient que tu gères bien, mais au final, toi tu sais que c'est pas quelque chose que tu gères correctement en vrai. J'ai envie de te dire, j'ai rien bien géré dès le départ. Tout ce que je fais de nouveau, je le gère pas. On en a discuté vaguement tout à l'heure. Je m'adapte. En fait, j'ai une faculté à s'adapter et c'est ce qu'il faut. Tu peux pas tout bien gérer. Maintenant, ce que je gère bien, c'est mon travail. Tu me mets avec une personne sur le terrain, le coacher, je vais le gérer. Mais je peux rencontrer des difficultés. Donc je m'adapte. C'est en fait toute une question d'adaptation. Je gère pas bien tout à 100%. Il y a des choses que je gère mieux que d'autres. Mais toute une question d'adaptation. Et tu vois, des fois, même en présentiel, on me pose des questions. Et des fois, mince, je n'ai pas la réponse. Pourtant, j'ai 15 ans de coaching, 24 ans de pratique. Au lieu de donner une réponse bidon, excuse-moi, j'ai pas la réponse. Ce soir, je vais me documenter. Et la prochaine séance ou sur WhatsApp, je t'amène une réponse. Voilà. Et cette question m'a permis, moi, d'acquérir une nouvelle compétence, tu vois. Mais oui, tu peux pas... Maintenant, voilà, on va dire ce que je gère à 100% bien, c'est mes vidéos. Mes tournages, voilà, n'importe où je suis, tu peux me mettre devant 10 000, 20 000 personnes, je dois faire le camp ou faire un truc sérieux, je le fais sans être perturbé, tu vois. Et le coaching aussi, non? Oui, le coaching, mais c'est ce que je te disais au départ. Si tu me mets avec une personne dans une salle pour le coacher, voilà, je gère. Après, attention, je gère, mais je connais aussi ce que je sais bien gérer et ce que je sais moins gérer. Oui, dans le coaching. Moi, j'aime la transformation physique, j'aime le bodybuilding, je me prétends pas être un super préparateur physique pour un sport en particulier, tu vois. D'accord. Ouais, non, mais de toute façon, c'est vrai que dans le milieu coaching, du coaching sportif, il y a tellement de spectres, il y a tellement de choses à faire que
c'est compliqué de savoir tout faire et on C'est se ça. spécialise, Je on pense essaie qu'il de faut un petit peu se spécialiser, un peu toucher à tout, Mm. mais avoir quand même sa spécialité, quoi. Je te disais juste avant qu'on allait faire un petit jeu. Et c'est un petit jeu où il faut que tu apportes une réponse en 3 secondes. D'accord? Donc le jeu, il s'appelle Tu choisis. D'accord? C'est bon? Allez, Salaire x 10 ou temps libre x 2? temps libre x2. Conférence devant 1000 personnes ou week-end off sans téléphone? Conférence devant 1000 personnes. Peut-être convertir après derrière. Ouais. Business avec ta femme ou jamais? Business avec ma femme, c'est une des seules personnes en qui j'ai confiance. Voilà. Partenariat blindé mais sans valeur ou petite collab ultra alignée? Petite collab ultra alignée, mais grosse collab ultra alignée, c'est bien aussi. Ouais. Bah, elle y est pas, non. Non. Construire un empire ou vivre discret et libre? Si je construis un empire, je peux vivre discret et libre. Donc la première, Ouais. construire un empire. Je suis un compétiteur, donc Ouais. Non, bah, celle-là, j'ai dit la même chose que toi. Je me suis dit construire un empire. Parce qu'après, c'est ce qui va me permettre de vivre discret et libre. en fait, moi, je veux construire je m'en fous de vivre discret et libre. Moi, je veux construire un empire pour mes enfants Hmm. et pour aller au bout de mon projet, quoi. Voilà. Hmm. Aller au bout des choses, performer au maximum. Pourquoi c'est quoi ton why? Pourquoi tu fais de la vidéo et autant de vidéos? Pourquoi tu es aussi productif? Pourquoi ça te tient à cœur ce format vidéo? Et finalement, que tu as orienté tout ton business sur les réseaux sociaux? Parce que je pense que c'est une des meilleures cartes de visite. C'est pas la seule, attention. Il y a de très bons coachs qui n'ont pas les réseaux sociaux. Mm. Mais c'est un outil qui te permet de vendre du coaching, qui te permet de générer de l'argent, d'avoir cette liberté géographique. Mm. Ça, c'est important. C'est un outil qui te permet de collaborer avec des marques. Donc, en fait, toutes ces vidéos, bon, c'est en faisant, plus je fais, plus j'ai de l'imagination, mais ça me permet d'être libre, en fait, quelque part. Même si je travaille beaucoup, mais je vais te donner un exemple, je suis parti un mois en Thaïlande. Pendant un mois, j'avais mon ordi et je travaillais, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même une source de motivation, me dire, je fais des vidéos, la communauté ne cesse de s'agrandir. Mm. Donc de là, ça te donne encore de la force parce que j'ai vraiment une très bonne communauté. J'ai tout le temps, j'ai 98% de bons messages, de bons commentaires. Et plus la communauté s'agrandit, plus moi aussi, mon empire s'agrandit, plus moi, le business, il se développe. J'ai des demandes de marques de tous les côtés. Donc du coup, ça me permet de toujours travailler, mais par contre, de plus profiter de la vie en même temps. Ouais. Tu vois, de ne pas être cantonné à me dire, je veux partir un mois. Ben, je peux pas, parce que si je pars un mois, comment je fais? J'ai tel coaching en salle là, à tel jour, mais si je le décale, ben, je suis pas payé, donc j'ai pas d'argent, je perds un mois. Ouais. Là, ça me permet de me dire, ben, écoute, regarde, je me lève le matin, 1 heure avant tout le monde, je peux un peu bosser, ma femme aussi, et après j'ai ma journée tranquille. Ouais. Bon, attention, quand on part un mois, ça veut dire que le mois d'avant, on a travaillé pour 2 mois. Oui. Ouais, voilà, ça aussi, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Vous avez travaillé sur, Ça m'a pris de l'avance, en fait, ouais, sur le mois qui allait arriver. pour faire des contenus, pour Faire des contenus, avancer sur les programmations. avancer sur les programmations. Le seul truc sur lequel on ne peut pas prendre de l'avance, c'est sur les coachings personnalisés. Hmm. Et ben là, on fixe des dates précises où on fait des bilans avec les gens et pendant nos vacances, on bloque ces heures-là de travail sur nos vacances. D'accord. Ouais, ça me paraît logique, mais en fait, c'est la vie d'un entrepreneur C'est ça. classique. Hein. C'est sûr que quand tu pars en vacances, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On n'est pas C'est ça. salarié. Et donc, le travail. Moi, les réseaux sociaux, ça me permet de travailler du monde entier. Ça me permet de faire des connaissances dans le monde entier. On est parti en Thaïlande, on était sur les journaux en Thaïlande. Il y a des gens qui nous prenaient en photo dans la rue, on fait des connaissances extraordinaires. Ça nous ouvre des portes que j'aurais jamais pu ouvrir sans les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est une force supplémentaire. Et puis, je vais pas te mentir, moi, j'aime ça. J'aime me mettre en scène, j'aime me faire filmer. Tu sais, à la base, je suis un compétiteur. Je fais des compétitions de bodybuilding, donc je suis sur scène, je me mets en scène. Là, c'est pareil, mais avec une caméra, quoi. C'est quoi la décision la plus risquée que tu as prise dans ton business?
La décision la plus risquée, ben moi je fais que des coups de poker de toute façon, tu sais. Ouais. Toutes les décisions elles sont risquées quand je lance des programmations, j'investis beaucoup d'argent, que ce soit dans la vidéo, dans le contenu, j'ai lancé une application. Donc en fait, je ne pourrais pas te dire une qui est plus risquée parce que la seule qui était peut-être plus risquée aux yeux des gens, c'était quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur en fait. En tant qu'entrepreneur, tout le monde m'a dit, tu as un CDI, parce qu'à la base, je faisais le coaching en deuxième activité, j'avais un CDI où je gagnais 3 500 € par mois. Donc Ouais. les gens, pour eux, 3 500 €, c'est magnifique. Oui, certes, c'est magnifique, mais moi, j'avais envie de me lancer à mon compte et de me dire, ben, là, je suis à 3 500 €, ok, mais je plafonne. Je fais une heure de plus, toucher 3 600. Mais moi, je suis un compétiteur, j'ai envie de faire mes propres choses. Donc je pense que le plus gros risque, ça a été ça, aux yeux des gens. Après, pour moi, t'en donner un, je sais pas, parce que tous les 2 3 mois, je lance un nouveau projet. Même ma femme, des fois, elle me dit, ah, putain, encore, t'as une idée. Et à chaque fois, on y va. Mm. Voilà, j'ai pas hésité à faire des all-in sur l'argent de la société, sur des projets, quoi. Et du coup, ça a fonctionné. Ouais, il y en a qui ont fonctionné, il y en a d'autres qui ont raté, mais au fur et à mesure qu'on avance, on réussit de plus en plus de choses. Mm. Les premiers, on a échoué, hein, on a lancé des programmations. L'an premier, on a lancé le coaching en ligne. On s'est dit, bon, on a 20, 30 000 followers, allez, faut faire le coaching en ligne. Puis on s'est planté, on n'avait pas un client. Donc maintenant, ben, comment il faut convertir des clients? Ils sont là. Comment on va leur donner envie de prendre nos programmes? Donc ça a été la première étape. Puis après, ben, on va lancer maintenant, on a du personnalisé, on est full. Donc on va lancer du générique qui va s'adapter un petit peu à tout le monde, mais à moindre coût pour que des personnes de divers budgets puissent prendre nos programmes. Et puis là, pareil, gros investissement, gros investissement, ouais, presque entre 12 et 15 000 € d'investissement, pas rentabilisé. Donc on échoue, on travaille avec une agence de com qui nous a fait que des conneries, qui était soi-disant spécialiste du sport. Ouais. Petite parenthèse, ils étaient à Lyon, il n'y a pas beaucoup de spécialistes du sport à Lyon, mais comme ça, voilà, on saura qui c'est. Donc on rentabilise pas, on refait la même erreur, hein. L'année d'après, on relance un programme qui était top du top, mais vraiment top, tu vois. Et on ne fait pas beaucoup de ventes, on a encore laissé faire une agence de com qui a voulu changer un petit peu notre identité, tout ça. Puis ça n'a pas marché, plein de bugs, des fautes d'orthographe dans chaque truc, une mauvaise communication, les mails qui partaient pas, bref. Donc encore perdu de l'argent. Troisième projet, on le fait seul. Et là, on fait x12 sur les ventes, tu vois, de ce qu'on avait fait avant. Donc sans être réellement du métier, je me suis dit, ben non, en fait, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est moi, l'authenticité. Greg, ils me suivent en tant que Greg sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vais faire gérer cette image par des gens qui veulent me réinventer une image, quoi. Maintenant, s'il y a des vrais professionnels qui s'adaptent à mon image, on peut déléguer des choses. Mais pour l'instant, on a repris les choses en main et là, on a commencé à cartonner, quoi. Et puis après, ça a découlé sur le lancement de l'application. Voilà. Ok. Ouais, t'as une application du coup. Voilà. Là, j'ai une application et c'est quoi le nom? Fit You. Ok. Fit You. En fait, ça a plusieurs significations. Fitness pour toi. Ouais. Et ça peut être, nous c'est FIT, mais à l'oral c'est aussi fit you, avec toi, tu vois. Voilà. Donc Ok. voilà, il a un peu une signification le nom. Je connaissais pas du tout l'appli, mais du coup je vais aller voir en sortant de ce podcast parce que. Ouais, tu regarderas, il y en a plein de programmes dessus. Tous nos coachings personnalisés se font dessus. C'est qualitatif de fou puisque c'est tout en format téléphone. Il y a toutes les vidéos, tu peux rentrer tes mensurations, tu peux rentrer tes poids, l'application va calculer tes records, elle va retransmettre sur chaque séance les poids que tu as utilisés sur chaque exercice. Donc du coup, c'est un bon repère pour te faire un suivi précis de ta progression et d'une programmation que tu entreprends, quoi. Selon toi, c'est quoi qui fait qu'une personne reste sur un suivi en distanciel? Alors, la qualité du travail, lui amener des résultats, mais surtout, je pense, de ce qu'ils ont besoin les gens, c'est qu'on soit à l'écoute. Ils ont besoin en distanciel, on offre des prestations, ils ont besoin qu'il y ait un travail qui soit fait avec eux. Le coaching, c'est pas que des entraînements, c'est beaucoup de psychologie. Il y a des gens qui veulent perdre du poids, il y en a d'autres qui veulent prendre du muscle, il y en a d'autres qui ont des objectifs de compétition. Et tous ces gens-là, ils rencontrent des problématiques aussi dans leur vie. Des fois, là, par rapport à certaines problématiques, du stress ou autre, la courbe de progression, elle peut être un petit peu ralentie ou ça peut aller très vite et à un moment donné stagner. Elles ont des questions, elles ont besoin d'avoir des réponses.
Et c'est justement être à l'écoute et apporter des réponses qui fait que la personne se sent vraiment accompagnée. Si la personne, elle sent juste que, qu'elle a un mail tous les mois pour son nouveau programme, finalement, pourquoi elle ne va pas opter pour un programme générique, puisque c'est ce qu'elle va avoir. Elle reçoit un panel d'exercices avec sa programmation toute faite et elle n'a qu'à suivre. Ouais. La personne en distanciel, déjà, si elle te prend en présentiel, c'est qu'elle va mettre un budget pour toi. Elle va mettre un budget parce que c'est toi. Elle te veut à toi, elle ne veut pas le PDF. Elle veut Greg ou Mélanie, comme sur d'autres coachs. Hein. Donc, il faut lui apporter ce qu'elle recherche. Sinon, nous, actuellement, on est full depuis des mois. On débloque une place de temps en temps. Mais pour te dire, ma fierté, c'est que là, actuellement, le plus jeune dans notre team, ça fait 8 mois qu'il est avec nous, tu vois. Sachant qu'on fait des suivis de 3 à 6 mois. Donc, ça veut dire que les gens renouvellent. Et l'application, ça a aussi pas mal aidé parce que les gens ils kiffent l'application, on peut se parler en direct dessus, peuvent me laisser des notes, tout ça, donc ça c'est bien. Tu te souviens de ton premier client en ligne? Mon premier client en Comment ligne tu l'as décroché? m'avait contacté sur Instagram. Hmm. Au début, mes premiers clients en ligne, c'était des gens qui s'identifiaient à moi parce que j'ai toujours prôné le naturel. Moi, voilà, j'ai toujours fait du bodybuilding. On est peut-être moins de 10% dans mon cas à nous battre pas avec les mêmes armes que les autres. Donc du coup, j'ai toujours prôné ça. Et j'ai toujours prôné le physique esthétique, harmonieux. Et du coup, mes premiers clients en ligne, c'est des gens qui s'identifiaient un petit peu à moi, qui voulaient avoir ma ligne ou qui voulaient savoir comment je m'entraînais, tout ça. Puis après, ça a été, j'ai coaché pas mal de coachs. Donc du coup, ça a ajouté de la valeur à mon travail. On s'est dit, Greg, il coach des coachs. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il n'est pas mauvais. Ouais. Puis après, j'ai eu beaucoup de clients féminins. Donc du coup, je me suis vachement aussi formé sur tout ce qui est travail des fessiers, tout ça, parce que bon, je savais aussi que les filles kiffent travailler ce genre de muscles. Puis après, j'en ai fait presque une spécialité. Et du coup, j'ai eu pas mal de filles. J'avais à un moment donné 80% de ma clientèle, c'était des femmes. Donc j'ai développé aussi cette clientèle. Et au fur et à mesure, en fait, on a développé un petit peu de tous les horizons, quoi. Mais encore une fois, dans la spécialité de la transformation physique. Moi, j'ai pas la prétention de dire je vais préparer un tennisman, je vais préparer un mec qui fait du golf, un handballeur, un boxeur. Non, non. Je peux lui donner des conseils, mais lui faire un suivi de A à Z, c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Donc c'est pour ça que je dis aussi aux coachs, spécialisez-vous, mais à un moment donné, quand il y a des trucs que vous n'êtes pas capable de faire, attention. On peut se former, mais attention quand même. Ne tapez pas partout, je prépare un golfeur, l'autre je lui fais perdre du poids, l'autre si c'est tout de façon moyenne, c'est pas top. À un moment donné, il faut quand même se spécialiser dans quelque chose. C'est quoi l'échec qui t'a fait le plus évoluer? Moi, ça a été ma carrière footballistique. Ouais. Mais si tu veux, sur le long terme, et si tu veux, avec un temps de retard. Parce que je suis resté dans le déni pendant un certain temps, tu vois. J'ai coupé complètement avec le monde du football. Et puis cet échec, il m'a fait mal. Il m'a vraiment fait mal parce que c'était un rêve que j'avais de gamin. Hein. Et puis quand ça s'arrête, tu as du mal à le croire. Donc limite, tu crois toujours dans ta tête que tu vas être pro et tu as 28 ans, tu vois. Ouais. Et donc quand j'ai eu après cette deuxième chance dans le sport, que j'ai commencé à faire des compétitions, que j'ai gagné des compétitions et que j'ai commencé à avoir de la notoriété dans le coaching, que les gens me demandaient du coaching, ça me donnait encore cette valeur dans le sport. Me dire non mais je suis bon en sport en fait. Donc ça, je vais m'en servir de leçon. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai une deuxième chance dans le sport et je vais pas la laisser passer. Moi, quand on m'a dit, quand je suis rentré après Passeport, on m'a dit durée de vie d'un coach c'est 2 ans. J'ai dit mais moi je vais mourir du coaching alors. Parce que moi, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas de... Et même si je suis mort, parmi les morts vivants, je vais rester dans le coaching. Jusqu'à que je ressuscite, tu vois. Tu sais, moi, quand j'ai démarré dans le coaching sportif, j'avais dit à ma copine de l'époque, je lui avais dit, tu verras, un jour, je serai le meilleur coach de la ville. J'ai dit ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais en fait, ça a démontré surtout la motivation que j'avais à ce moment-là. Parce que évidemment, je suis jamais devenu le meilleur coach de ma ville. Je suis devenu autre chose. Ouais, bien sûr. Mais ça a montré qu'à ce moment-là, j'étais tellement motivé que dans la tête des gens, si on devait chercher un coach, il n'y a que mon nom qui devait sortir, tu vois.
Et Ah ouais, je ouais. devais travailler dans cette direction-là pour provoquer ça. Voilà, c'est un peu. Donc ça rejoint un peu ce Non, que tu as mais dit. c'est bien, c'est se donner justement une ligne conductrice pour y aller, et se dire, Mm. ben voilà, je me fixe des objectifs. Mais la petite anecdote, moi, quand je te dis durée de vie d'un coach, c'est que quand j'ai passé ma formation, j'ai voulu me faire financer la formation par le Pôle emploi. Et donc, du coup, on m'a donné un rendez-vous. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, il y a très peu de chances qu'on vous finance la formation, parce que vous savez, monsieur, c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Et donc là, je regarde la femme et je lui dis, mais madame, moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un métier où il n'y a pas de concurrence? Vous me le dites. Je passe la formation de suite parce que je suis assuré d'être riche. S'il n'y a pas de concurrence et que vous avez un métier, je le fais. Je dis par contre, si vous connaissez ce métier et que vous êtes là en face de moi, c'est que vous aussi, vous avez raté votre vocation. Donc du coup, elle commence un peu à rigoler, tout ça. Et je lui dis, moi, j'ai vraiment envie d'être coach. Et je dis, vous savez, des boulangeries, il y en a à tous les coins de rue. Mais pas chaque boulangerie fait du bon pain. Donc je vais essayer de me démarquer. Je vais tout faire pour. Donc j'y ai monté un plan. Je vais faire comme ça. Je vais coacher à tel endroit. J'avais déjà fait des démarches. Et puis finalement, ils m'ont payé la formation. Mais à la base, tu vois, quand je dis je me lance dans le coaching, c'est pour ça que moi, j'encourage les jeunes, là je le dis face à la caméra, à se lancer, mais surtout à oser et à faire les choses. Voilà. Parce que dire je vais être coach, c'est quelque chose, mais mettre des actions en place pour réussir en tant que coach, c'est autre chose. Mais c'est à la portée de tout le monde. Ouais, et ça, il y a beaucoup de coachs ou de futurs coachs qui ont cette envie de devenir coach, mais est-ce qu'ils mettent vraiment les actions en place pour perdurer dans ce métier, pour réussir dans ce métier, pour même simplement réussir leur diplôme dans ce métier? Parce que nous, on a un centre de formation Ouais, ouais. qui s'appelle Movit Academy, et il y a beaucoup de coachs ou de futurs coachs qui sont très motivés à l'entrée de la formation, et rien que déjà sur leur parcours d'apprentissage, on voit bien que la courbe de motivation descend alors qu'ils sont même pas encore sur le terrain. Et ça, c'est comme tout. En fait, c'est le cycle de la vie. On le voit aussi dans le coaching. Parce que ces personnes, est-ce qu'elles sont réellement prêtes à accepter le processus? Passer le diplôme, c'est 1% du taf. Après, c'est la vie réelle, le taf. Je suis sur le terrain, je rencontre des difficultés, j'ai du mal à avoir des clients. Comment je vais chercher mes clients? Je rate mes premières ventes. Je suis un peu timide sur mes premiers coachings. J'ai du mal à m'affirmer. J'arrive dans la salle, tout le monde me regarde parce que je suis le coach. Je vais parler à des anciens qui ont 15 ans de bouteille. Moi, je viens d'arriver ici, je vais leur donner des conseils. Qu'est-ce que je fais? C'est un processus. Et en fait, il y a beaucoup de monde maintenant, et avec les réseaux sociaux encore plus, parce que tout est biaisé, qui ont du mal à accepter ce processus. Mais on le rencontre aussi dans le coaching. Des gens qui veulent perdre 20 kilos, mais ils n'acceptent pas de venir s'entraîner 3 fois par semaine et d'avoir un cadre alimentaire. Parce qu'ils veulent le résultat sans passer par le processus. Et ça, c'est un gros problème. Mm. Ça, c'est un gros problème dans toutes les activités, tous les métiers. Il y a un processus qui est fait de difficultés. Et ces difficultés, faut essayer de les gérer au mieux. On n'est pas invincible, on rencontre tous des difficultés. Moi, quand j'ai commencé, je générais zéro. Mais j'ai pas hésité à prendre les gens à 6 h du matin, le samedi, le dimanche, à prendre les gens à 21 h, alors que les autres coachs, ben, ils voulaient rentrer avec leur famille, voir leurs enfants. Ben, moi, je les prenais, et puis au fur et à mesure, j'ai pu commencer à sélectionner mes clients, j'ai pu commencer à choisir mes heures de travail. Mais il y a un processus à respecter. Maintenant, on te vend des formations, c'est la mode. Travailler le moins possible, t'as pas besoin de carte de visite, t'as pas besoin de site internet, t'as besoin de rien en fait, tu vois, et tu travailles 1 heure par jour et t'as la liberté géographique. Ça, c'est pas vrai. Trouver l'équilibre, il y a des gens qui te disent oui, mais ce qui est important, c'est l'équilibre. Ok, mais avant de trouver l'équilibre, Oui. il y a un processus. Tu peux pas commencer à l'équilibre. Tu es en gros déséquilibre quand tu commences. C'est-à-dire tu vas faire peut-être 12, 13 heures, tu vas te coucher à 1 h du matin, 2 h du matin, tu vas te lever à 6 heures, tu vas être un peu en manque de sommeil, tout ça. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Et peu à peu, tu vas commencer à trouver cet équilibre par des résultats que tu as eus, par certaines victoires, par des échecs qui t'ont mené à d'autres victoires. Mais tu peux pas. Et ce processus-là, il y a de moins en moins, malheureusement, de jeunes qui sont prêts à l'encaisser. Il y en a. Attention, je suis tombé sur des très bons jeunes. Mais ça devient difficile. Moi, je te dirais vite un truc. Pendant le Covid, on coachait dehors. On était obligé de coacher dehors. J'organisais des cours collectifs dehors. Il y avait des coachs, je leur donnais 120 € pour venir travailler 1 heure. Ils arrivaient à me planter la séance, tu vois. Qui gagne 120 € 1 heure maintenant? En période de Covid en plus, tu Ouais. vois, voilà.
Moi, ça me fait rire parce que j'ai déjà vécu ce genre de choses, de mecs qui te plantent alors que quand tu regardes ce qu'il fait, il peut pas te planter en Ouais. vrai. Tu sais que c'est un mec qui doit normalement crever la dalle et Ah ouais, être ouais, prêt à non. sauter sur toutes les opportunités et c'est pas le cas. Tout à l'heure, tu as dit que le métier de coach, enfin en tout cas, l'apprentissage et être à l'école, c'était 15% du processus quand on était à l'école et que le plus gros du travail, c'était dehors. Moi, j'ai trouvé que c'était l'inverse. Le processus d'apprentissage, il était euh, compliqué, enfin, de par mon parcours, parce que quand j'ai décidé de reprendre les études pour être coach, j'ai été sorti du parcours, enfin, du scolaire depuis un bon moment. Ouais, ouais. Et donc j'ai dû me remettre dedans, donc c'était une grosse difficulté, alors que certains y étaient et c'était juste une continuité. Je veux aller là où je vais, c'est, enfin, pour te dire tout ça, c'est que moi, quand j'étais sur le terrain, j'étais plus à l'aise qu'à l'école. Et j'ai l'impression que toi, c'était la même chose. C'est-à-dire que moi, dès que je suis arrivé sur le terrain, c'est là où j'étais vraiment bon et que j'ai réussi à me développer. Et que ouais, moi, la difficulté, ça a été l'école. Ouais, en fait, je parle business. Là, Mm. en fait, si tu veux, parce que je dis 1%, une fois que tu as ton diplôme, après, tu es confronté à la réalité des choses. Mm. Donc, je dis en général, c'est comment, même si je suis à l'aise, il y a plein de personnes qui sont à l'aise, mais qui ne savent pas développer un business. Je peux être à l'aise avec une personne, bien coacher quelqu'un, mais comment je développe un business? J'ai un client, deux clients, trois clients, ok. J'en ai 6 par jour, ok, je génère tant d'argent, maintenant je plafonne, qu'est-ce que je fais, comment je développe de nouvelles activités, Mm. qu'est-ce que je peux faire dans mon activité, il y a un panel qui est immense dans le coaching, j'ai plein de possibilités, comment je fais pour monter mon entreprise, de qui j'ai besoin, tu vois, c'est ça la réelle difficulté. Quand je dis c'est 1%, ça veut dire que tu arrives à l'école, tu sais ce qu'il faut apprendre. On t'a dit, voilà, tu dois connaître ça et ça sur l'anatomie, la fonction des muscles, la physiologie, des bases sur les méthodes d'entraînement, tout ça. Mais on t'a dit ce qu'il fallait que tu apprennes. Quand tu arrives sur le terrain, Ouais, on on t'a te pas dit rien. expliqué comment développer une entreprise. La plupart des coachs, là on se l'est dit tous les deux tout à l'heure, comment on a développé nos entreprises en ayant une multitude d'échecs. Ouais. D'accord? Donc la difficulté, elle est là. Combien il y en a de ton époque qui continuent à être coach? Parce que peut-être qu'au premier échec que tu as eu toi, ou même certains, ou aller au troisième, ils ont déjà arrêté. Et puis ils ont choisi la sécurité du bon français, c'est-à-dire j'ai mon petit CDI, je touche mon salaire, je paye mes impôts, je fais un crédit sur ma maison que je vais payer toute ma vie. Une fois que je suis mort, ben, j'ai fini de payer ma maison, mais j'ai pas pris le risque de vivre la vie que j'avais peut-être envie de vivre. Alors attention, il y a des gens à qui ce rythme de vie il convient très bien. Et moi je dis faites ce que vous avez envie de faire. Je ne suis pas en train de critiquer le gars qui est en CDI et tout ça. Mais moi je critique les personnes qui ont ces rêves, Mm. mais qui par la peur ou par le manque d'envie, de constance et de courage ne le font pas. Ils se limitent à se dire bon ben là j'ai la sécurité. Tu vois? Ouais, ouais, je vois Donc très bien. c'est dans ce sens-là, tu vois, quand je te dis, voilà, c'est 1%. Donc, quand tu dis ça par rapport au salariat, quand tu compares le salariat et les indépendants, je pense exactement la même chose que toi. Et il y a quelques temps de ça, enfin quelques années, je pensais que j'avais tendance à beaucoup critiquer les gens qui étaient en salariat, qui faisaient du salariat. Et le terrain et les expériences m'ont fait comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça, que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit, Mm, mm. avant même d'être une quelconque fonction. Mon fils, parfois, il me dit, ouais, papa, moi aussi, j'ai envie d'être le chef comme toi. Et je lui dis, mais en fait, avant d'être le chef comme moi, essaye d'être bon déjà dans un truc. Euh, et finis tes études, il sera grand temps de réfléchir à ça avant, mais être chef, c'est pas un métier en fait. Mm, mm, Il mm. faut, je pense qu'il faut l'être dans sa tête. Bien sûr, bien Moi, sûr. je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur depuis que j'étais gamin, en fait, parce que je me souvenais de choses que je faisais dans mon quotidien et qui s'apprêtent à l'entrepreneuriat. J'entreprenais déjà. Mais je rebondis sur ça, justement, être salarié, comme je te dis, ça a aussi du bon. Il y a des gens qui ont des très bonnes places Très, très bien. en salarié, il y en Mm. a d'autres qui en ont des moins bonnes, mais ça leur convient. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis pas la personne qui va se plaindre en tant que salarié
et qui ne change pas les choses. Je l'ai croisé, je l'ai eu ce cas justement quand je travaillais à l'époque à l'usine, de mecs qui se plaignaient toute la journée du travail qu'ils avaient, et je les revois 10 ans plus tard, ils y sont encore. Tu vois, moi c'est ça. Je veux dire, t'as pas un couteau sous la gorge. T'as envie de changer de vie, ça tient qu'à toi. Il n'y a personne qui demain va t'appeler. C'est comme je le dis aux coachs là, qui viennent maintenant, soit à Basic Fit, soit à Fitness Park. Ils arrivent, ils signent un contrat de coach en entrepreneur et ils croient que c'est la salle qui va leur donner, tu vois, il n'y a personne qui t'a dit on va te donner 15 clients. Tu as signé un contrat, vas-y. Tu as envie de développer une activité, fais-la. T'as pas un couteau sous la gorge où tu es obligé de rester chez ton patron et de te limiter à un CDI. Non, mais surtout que le contrat qu'ils signent à ce moment-là, c'est un contrat qui leur donne la possibilité de coacher dans une infrastructure. C'est pas un contrat qui dit C'est ça. que ça va leur apporter tant de C'est clients. ça. C'est que quand tu signes chez Fitness Park, On Air ou Basic Fit, en tant que coach indépendant, ce pourquoi tu signes, c'est le droit d'exercer ton activité dans l'enseigne, sous le toit de cette enseigne. Mais pas du tout que l'enseigne t'apporte tel ou tel client. C'est ça. C'est pas leur travail, ils ne le feront pas. En fait, tu viens chercher un outil pour développer ton activité. Exactement. Voilà. Je suis coach, je ne peux pas monter ma propre structure. Il y en a qui peuvent, mais j'ai pas envie, par exemple, aussi de me prendre la tête à monter une structure. Je veux vivre de mon métier de coach. J'ai des enseignes, des marques qui me permettent de le faire. Voilà. C'est comme si tu dis, je loue la salle pour venir exercer mon activité. Après, et en plus, que quand même, dans ces salles, ils font quand même une grosse pub sur les coachs. Exactement. Mais l'un dans l'autre, même s'il n'y aurait pas de pub, tu arrives dans une salle comme ça, si tu n'arrives pas à développer ton activité, tu n'es pas coach. Je suis désolé. Et aussi un truc, moi, pour rebondir sur les coachs, un petit truc que je voulais dire, et ça, je vais le dire à tous les coachs. Moi, pour moi, un coach qui est en salle pendant 1 heure, qui sont en train de coacher quelqu'un ou pas, et qu'en 1 heure, il n'a pas donné au moins un seul conseil dans la salle, c'est pas un coach. Parce qu'en 1 heure, si tu regardes autour de toi, tu pourrais corriger facilement 10 personnes en 1 heure. Et je suis gentil. Ne serait-ce que même un petit détail, tu vois, sans faire le grand professionnel du coaching, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir donner aux gens pour recevoir. Et voilà, ça fait partie des qualités d'un coach. Et c'est là que je te dis encore, ça rejoint encore ce qu'on dit, le plus dur, c'est quand je sors de l'école, parce que tout ça, faut le faire. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Après, ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on dit chez Movit Academy, notre centre de formation, on le dit, ça. J'ai été, justement, quand je suis venu faire l'intervention, j'ai eu un bon ressenti parce que j'ai eu l'impression que le discours que j'avais et que j'ai là, il avait été déjà fait par les profs, l'encadrement qu'il y a déjà en place. Ça, franchement, ça m'a laissé vraiment une bonne impression de ton école parce qu'on les sensibilise au danger, mais dans la bienveillance. Moi, si tu veux que je te dise honnêtement, prépa sport, moi, j'ai pas été sensibilisé dans la bienveillance. Moi, dès que je suis arrivé, on m'a dit « Oh, toi, j'avais 10K à l'époque. T'as 10K, on va voir si tu mérites tes 10K. » Première phrase. Deuxième phrase, j'ai dit... deuxième phrase que j'ai eue, moi, c'est pour ça que je te dis, ton centre, moi, m'a vraiment touché parce qu'on sent qu'il y a de la bienveillance. C'est pas partout pareil. Je connais pas aussi tous les autres centres, mais par expérience de ceux que j'ai fait. Moi, à l'époque, il y a un prof, on était en formation et il me dit, il pose la question à tout le monde, quel salaire tu voudrais toucher en tant que coach? Donc moi, à l'époque, je touchais 3500 euros dans mon travail déjà, tu vois. Donc je dis, moi, je veux au minimum 5K, 5000 euros par mois. Il m'a regardé devant toute la classe, hein. Il a rigolé, il m'a fait, tu feras des coachings à 20 euros comme tout le monde et tu seras bien content. À l'heure actuelle, en une story, je fais son salaire. Donc tu vois, si j'aurais écouté certains centres de formation qui sont malveillants et qui, au lieu de pousser les jeunes, vont les brider. Tu vois, donc c'est pas tous les centres comme ça. Cette bienveillance, elle n'est pas partout. Moi, il n'y a aucun prof après passeport qui a été capable de me dire quelle assurance je devais prendre quand j'ai ouvert ma structure. Les deux que j'ai appelés, ils m'ont dit, je sais pas, j'ai jamais pris d'assurance. Donc tu vois. Voilà. La différence, peut-être, c'est que chez Movit Academy, tous les profs qu'on met en place sont des profs qui font encore
du terrain aujourd'hui. Eh ben ça, c'est Et donc, très très important. ils Ils sont en connexion Ouais. avec le monde actuel, ils ont les dernières mises à jour. Mm. C'est ce que je reprochais dans certains centres. Ouais. Je vais encore, c'est pas pour casser du sucre, mais c'est une réalité. Ils forment nos jeunes, ces centres. Mm. Ils forment nos jeunes parce qu'on est les premiers à dire ah, mais regarde, il n'y a que des guignols en tant que coach, tout ça. Mais déjà, dès la formation, ils sont mal encadrés. Mm. Moi, on avait des élèves dans la section, ils passent leur diplôme. Ils sortent de diplôme, ils n'ont jamais coaché, ils se retrouvent profs de l'école. Attends, t'as déjà vu un mec, toi, qui rentre, il signe une licence de foot Mm. et la saison d'après, il est entraîneur? Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y a que dans le fitness que tu peux voir ça. Je tairai le centre, mais j'en connais un qui fait ça. Donc, Après, les profs en question étaient très bons parce qu'enfin, ils sélectionnaient des anciens élèves qui avaient eu des très bons résultats dans leur parcours scolaire, mais ça fait pas d'eux mais c'est ça. nécessairement des bons coachs, tu vois. Mais c'est ça. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux être un très bon coach à l'école, mais une fois que tu arrives sur le terrain et que tu n'es pas capable de corriger une dizaine de personnes sur 1 heure de présence dans une salle, est-ce que ça fait de toi un bon coach? Je sais pas, je mets beaucoup de guillemets, tu vois. Ce qu'on m'a dit, moi, en formation, on m'a dit ta façon de coacher, elle n'est pas bonne. Parce que tu rentres trop dans la bulle des gens. Mais moi, ma réponse, c'est un mec qui vient te payer pour que tu l'aides à améliorer sa santé physique et mentale et son esthétique. Est-ce que tu crois qu'il n'a pas besoin justement que tu rentres dans sa bulle? Que justement, c'est pas de l'aide qu'il vient te demander en fait. Justement, c'est le contraire. Rentre dans la bulle de la personne. Ouais. Non, t'es trop proche, tu mets la main sur l'épaule de la personne, t'es trop tactile. Mais moi, le gars, quand il vient, je veux qu'il passe un bon moment. Je veux qu'il se sente en confiance. Moi, quand il y a un gars qui vient, que je coach, ou une fille, je veux pas qu'elle se dise ben, j'ai un bourrelet là, Greg, il va me regarder le bourrelet. Tu vois, moi, la personne, elle vient, je suis capable de la chambrer sur ses vêtements, je suis capable de lui sortir une vanne pour qu'elle se sente en sécurité avec moi. On passe un bon moment. Tu es avec ton coach, c'est moi qui décide de la séance, mais tu vas passer un bon moment avec moi. Je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour te juger ou te. Alors, écoutez, moi, le centre où j'étais, il fallait prendre de la distance. C'est-à-dire, tu arrives, presque tu m'appelles monsieur, j'ai le chrono, je suis droit, ben, le col, le chrono. Ouais, Non. après, aujourd'hui. C'est pas ma façon de coacher, quoi. Et je pense qu'après, il n'y a pas une meilleure façon, mais chaque personne a sa propre identité et il faut la garder pendant le coaching. Nous, on leur apprend le consentement chez Movit Academy et que on met en confiance les gens. C'est une façon de les mettre en confiance et C'est ça. leur dire bon, là pour ce placement, je vais peut-être avoir Mais besoin. oui, mais bien sûr, tu es obligé de leur dire, de les Ouais. prévenir. Ouais. Voilà. On leur dit parce que sinon il y a des coachs qui en abusent et qui restent pas Ouais, professionnels et, Bien sûr, et bien sûr. du coup ça donne une mauvaise image. Bien sûr. Mais Ben, il y a l'avant-séance. ouais, Et il n'y a pas pendant la séance. Oui. Il y a les temps de repos, il y a le travail. Il Oui. faut arriver à mettre un cadre justement aux gens, C'est que ça clair. se fait au fur et à mesure avec l'expérience. comment tes enfants perçoivent ton métier? Alors, le petit, lui, il est né dans le sport. Il nous voit coacher tout le temps. C'est un garçon, il aime les muscles, il voit papa musclé. Il nous a vu en compétition, tout ça. Donc, je lui dis, papa, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, moi, je veux être coach comme toi. Je veux que les gens, mon fils, pour lui, c'est grâce à moi que les gens, ils ont des muscles. Donc, lui, il le perçoit comme ça. C'est un peu vrai. Il a 4 ans. Ma fille, elle a 15 ans. Donc, elle voit moins, elle m'a connu quand j'étais footballeur, elle voit moins le côté coach et elle voit plus maintenant le côté influenceur des réseaux. Parce que tout son collège me suit sur les réseaux sociaux. Elle veut plus être sur les réseaux. Ma fille, papa, je veux pas que tu me mettes en photo sur les réseaux, tout ça. Elle me voit plus comme l'influenceur voilà, qui a maintenant une certaine notoriété. Et justement, j'ai beaucoup de discussions avec ma fille à ce sujet pour lui expliquer que c'est beaucoup de travail, que moi, je ne suis pas influenceur, entre guillemets, de la télé-réalité, même si certains ont du mérite de le faire. Mais moi, j'ai un vrai métier. En fait, j'influence, j'essaye de lui expliquer, elle le perçoit comme ça. Moi, j'influence les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale. J'influence pas les gens à acheter des semelles qui font maigrir, à mettre des débardeurs qui font transpirer pour perdre du gras. Donc voilà, elle le perçoit, mon travail, comme quelqu'un qui a de la notoriété sur les réseaux sociaux et qui
et qui vendent du bien-être aux gens. Ouais. Voilà. Elle est en âge de le comprendre. Est-ce que tu penses, et est-ce que tu as l'impression que tu es un modèle pour eux? Je pense. Je pense que je suis un modèle parce que j'en discute souvent avec ma femme. Et moi, je suis un modèle et eux, c'est un moteur. Ça veut dire que tout ce que j'entreprends, et quand je prends des gros risques, je prends des risques, je me dis, c'est pas grave parce que ça sera un exemple pour nos enfants. Moi, quand mon fils il rentre de l'école, il me voit travailler sur l'ordi. Quand ma fille, elle me voit me lever à 6 heures du matin pour partir, rentrer, tourner des vidéos. Je leur donne un modèle de... C'est pas mon activité à proprement dit qui est un modèle, parce que dans n'importe quelle activité, mais je leur donne un modèle de travail, un modèle de discipline. Je me lève, je travaille, qu'est-ce qu'il fait papa? Il est au travail, on passe des moments de famille, je leur explique. Tu vois, papa, là, même mon fils qui a 4 ans, je dis, papa, il a beaucoup travaillé pour qu'on vienne ici, pour que tu puisses t'amuser, pour qu'on puisse passer des bons moments. Donc j'essaie de leur donner ce modèle-là. Et à un moment donné, quand ça allait mal, même dans l'activité au départ, hein, avec ma femme, je disais, c'est pas grave, de toute façon, ça serait une expérience. Demain, mon fils ou ma fille veulent monter une activité, ben, je pourrais être là à leur dire, attention, ça ne fait pas comme ça, essaye de faire ça comme ça faut le faire à fond, tu vois. Donc oui, je pense être un modèle. Pas parfait, Ouais. mais en tout cas, un modèle. Il y a un échec qui t'a fait évoluer plus qu'un autre? Honnêtement, j'ai pas envie de sortir des phrases bateau, mais chaque échec, comme on ne s'est pas arrêté sur cet échec et se dire ben c'est mort, on recommence pas, ça nous a fait évoluer. Parce qu'avec ma femme, on s'est jamais arrêté de croire en nous et jamais arrêté d'avancer. Donc du coup, je les considère même plus comme des échecs parce qu'ils sont loin derrière en fait. Ouais. Et en fait, c'est ce que je dis aux gens. L'échec, c'est si tu t'arrêtes. Tu as rencontré une difficulté, tu t'es arrêté, t'as pas essayé de soit contourner le problème, soit le résoudre, soit faire autre chose, c'est un échec. Tu t'es arrêté sur ça. Maintenant, si tu continues, ben, on peut dire, une leçon, ou ça fait partie du parcours. Hmm. Avec 1,5 million de followers, est-ce que ça a changé ta façon de coacher ou pas du tout? Non. Non, justement, en fait, c'est pour ça que j'ai réduit le nombre de coaching. J'ai réduit mes heures de coaching en présentiel, sur le présentiel, parce que je voulais pas justement changer ma façon de coacher, avoir l'esprit pas libéré, penser à autre chose pendant que je coach, ou bâcler les séances pendant mes séances avec les clients. Donc j'ai réduit pour continuer à faire de la qualité. J'ai organisé mon travail pour continuer à faire de la qualité sur mes coachings en distanciel. Je me suis focalisé justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur mes confrères, mes concurrents, voir ce qui se faisait de mieux pour me dire, voilà, ben moi, il faut que je me situe en haut avec eux. Donc pour toujours améliorer. Toujours améliorer. Ce que tu dis, je te pointe du doigt en disant ça, ce que tu dis sur j'ai essayé de situer mes concurrents pour voir ce qui se faisait de meilleur. J'adore que tu dises ça parce que c'est des choses que je parle chez Movit Academy. Je leur dis tout le temps, il va falloir élever vos standards. Il va falloir que vous ayez des standards parce que certains n'en ont pas. Et le problème de ne pas en avoir, c'est qu'ils n'ont pas de variable d'ajustement. C'est-à-dire que si toi, toute ta vie, tu as pensé que ça, c'était le meilleur sans être assez curieux pour aller voir si effectivement c'était le meilleur, est-ce qu'il n'y a pas encore mieux que ça? Et où je me situe moi par rapport à ce que je suis capable de délivrer comme travail, comme peu importe ce que tu veux faire, comme performance. Si t'es pas capable de le faire parce que t'as pas ces standards-là, parce que t'as pas eu la curiosité d'aller voir ce qui se faisait de meilleur, est-ce que ça peut poser problème sur ce que tu vas sortir, ce que tu vas délivrer comme performance ou comme travail? Ben, ça rejoint en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui font ça parce que eux se prétendent comme les meilleurs Oui, et pensent toujours que les autres font moins. mais ils se sont pas. Est-ce qu'ils sont sous-comparés? Voilà. Mais des fois, c'est un problème d'ego surdimensionné ou de mauvaise estime de ses capacités, de non remise en question. Ça, c'est très important. Et après, ce qu'il y a de bien aussi, moi, j'avais pas le syndrome de l'imposteur, mais presque. Ce qui fait que du coup, j'avais toujours besoin de me jauger par rapport aux meilleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils travaillent? Comment ils développent des business? Parce que meilleur quoi? Meilleur coach? Meilleur businessman? Meilleur vendeur? Meilleur dans la communication? Ouais. T'as pas un mec qui est le meilleur en tout.
Tu as des mecs qui développent parce qu'ils ont des grosses capacités dans certains domaines. Après, ils s'entourent de bonnes personnes dans d'autres et ils y arrivent. Donc, du coup, tu essayes de t'inspirer un peu de tout le monde, de voir un petit peu ce qui se fait, mais voilà, d'aller voir en haut. Moi, tout à l'heure, je t'ai parlé d'un gars, je t'ai parlé de K-Suisse. C'est un coach que je suis depuis un moment. Le gars, bon, il est en train de bien monter sur les réseaux, mais par rapport à moi, il a 70 000. Mais il a des connaissances que j'apprends des trucs avec lui. Et il doit avoir 2 ans de moins que moi, tu vois, ce gars. Moi, j'ai 41 ans, peut-être entre 2 et 5 ans de moins que moi. Et tout à l'heure, je te disais, moi, quand je suis venu dans ton école, il y a des gars qui me disent, je veux monter ma structure, tout ça. Moi, je les encourage à monter leur structure. Mais c'est un gars qui expliquait qu'il a commencé son activité. D'ailleurs, je crois que c'est encore le cas. Dans pas plus de 40 mètres carrés, le mec, il coach des stars internationales, des Gaël Monfils, des joueurs de NBA, des joueurs de Ligue 1, des joueurs de Première Ligue. C'est un monstre, le gars, tu vois. Et moi, pourquoi je vais pas apprendre de ces gens, m'inspirer de ces gens? Pourquoi? Parce que j'ai 1,5 million et que lui, il a 70 000. Mais le mec, c'est une source de connaissances. Et business, communication, il est bon dans beaucoup de domaines, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est justement s'inspirer des meilleurs, pas copier, garder son identité. Moi, pendant des années, on m'a dit Thibaut Inchep, il fait que de la merde, c'est nul. Alors, moi, côté sport, c'est pas quelque chose que je kiffe de ce qu'il fait Thibaut Inchep. Mais le mec, pour être le meilleur influenceur d'Europe, ou presque parmi les meilleurs du monde, il doit bien faire quelque chose de bien quand même. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Arrêtez de regarder, ça c'est beaucoup français, arrêtez de regarder le négatif chez les gens. Il y a des gens qui réussissent, regardez le négatif en disant, ça, moi j'ai pas envie de le faire. Par contre, putain, ça, ce qu'il fait, c'est top. Donc ça, on va peut-être s'inspirer et peut-être le mettre dans notre activité. Pas me dire qu'un mec qui a, je sais pas, je crois qu'il a 25 millions de followers ou un truc comme ça, il fait pas au moins une chose de bien. Tu vois. Surtout, moi, ce que je retiens de Thibaut Inchep, c'est qu'il a réussi à mettre au sport une grande partie de la jeunesse quand il a démarré. Il y a beaucoup de mecs qui sont mis au sport. Les petits gars qui geekaient dans leur chambre et qui sortaient pas. Il a mis des gens au sport. C'est ça. Beaucoup. Et ça, c'est déjà énorme. C'est ça. Et la constance. Le courage. Parce que j'ai été le premier, je peux pas honte de le dire. Je suis pas de la génération réseaux sociaux. Quand ils ont commencé à se lancer, ces mecs, qu'est-ce qu'il fait ce guignol là dans sa chambre? Et regarde, il fait n'importe quoi. Puis après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Quand j'ai commencé à mûrir, à grandir, le gars, c'est quand même un chef d'entreprise exemplaire. Il est parti de rien. Il peut inspirer des millions de gens. Tu vois. Donc moi j'ai commencé à regarder le positif chez Thibaut Inchep et honnêtement il y a plus de positif que de négatif. Après le puriste du sport il va dire ah ouais bah lui il a fait un squat, il devait placer la barre là machin, mais bon voilà, on n'est pas dans la technicité là, on parle de gens qui ont fait bouger des millions de personnes et qui ont popularisé le fitness en France. Faut regarder un petit peu ça, tu vois aussi. Après on a des techniciens vraiment puristes qui vont nous apprendre des choses, tout ça. Thibaut Inchep il est pas là pour nous apprendre des techniques d'entraînement, il est là pour faire bouger les gens, les amener au sport. Après justement ces gens-là rentrent dans des salles de sport et ils ont affaire à qui? Au départ ils ont affaire comme des gens comme moi quand j'ai débuté dans la salle, mais quelque part c'est lui qui nous les a rabattus dans les salles. Tu vois, si tu regardes vraiment. C'est ce que j'allais dire, c'est que les gens qui le critiquent, c'est finalement indirectement il gagne de l'argent par rapport à lui. Exactement, c'est fort. Hein. Ah ouais. C'est fort. Donc bon, quelqu'un que moi aussi j'ai critiqué au début, j'ai pas honte de le dire. Et finalement, j'ai très vite compris qu'il était très bénéfique pour notre milieu sportif de manière générale. Donc c'est cool et on devrait le prendre en exemple. Toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans 20 ans? Moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est Greg, il a ouvert les portes du fitness à des milliers de personnes. Il a apporté des tips, donné des connaissances supplémentaires à des milliers de personnes. Il les a accompagnés à se sentir bien dans des salles de sport parce que c'est ce qui ressort. On me dit souvent, Greg, c'est grâce à toi que je suis allé à la salle. Parce qu'en fait, tu sais, il y a encore cette image de gens derrière leurs écrans qui pensent qu'à Basic Fit et à Fitness Park, ou à One Air maintenant, il n'y a que des gars en débardeur qui se regardent dans le miroir, tu sais, un peu le cliché de Gérard Desfilles d'à côté, quoi. Tu vois, c'est de la même génération, donc on se comprend, compris. Tu vois. Mais non, en fait, il y a monsieur et madame tout le monde, et voilà, il y a des coachs sympas, il y a des coachs qui apprennent des choses avec de l'humour.
Moi, c'est ce qui revient de ma communauté, c'est que voilà, on regarde tes vidéos, on sourit et on apprend quelque chose. Alors, c'est pas dans toutes les vidéos où je t'apprends un truc hyper technique, Ouais. mais je t'apprends toujours quelque chose. Mm. Un placement, le réglage d'une machine, la position de ta tête, ta colonne, tes pieds. Tu vois, tu vas apprendre quelque chose dans chaque vidéo. Ah, c'est marrant parce que quand je vois tes vidéos et les corrections que tu apportes, c'est. Quand je vois qu'au début, bon, déjà, tu essayes de le faire mal. Des fois, je pense que tu dois Ouais. galérer. Et des fois, on se fait mal. Ouais. Je me fais mal en le faisant mal, tellement que j'ai pas l'habitude de le faire. Je me Ouais. dis, mais t'imagines, il y a des gens, ça fait 2 ans que je les vois faire ça, je les Ouais. corrige, ils se blessent pas. Moi, je le fais une fois, je me fais mal. Ça me fait rire parce que tu apportes les corrections. Moi, je les trouve tellement évidentes à chaque fois. Et ouais, Mais pas forcément pour. Enfin, c'est mon métier, donc heureusement que je les trouve évidentes. Et ça serait dommage de pas les trouver évidentes si on est coach depuis aussi longtemps que je le suis. Mais voilà. Si mais il tu y a veux- des gens qui me disent des fois dans les commentaires, mais qui fait ça? C'est pas vrai. Mais Se- non, selon- mais Mais je témoigne, bien sûr il y a- que si. voilà, mais moi, il y a des personnes, je leur dis, mais attends, toi, tu viens 1 heure, 3 fois par semaine dans la salle. Moi, Hmm. j'y suis toute la journée. Oui, oui. Ça, je le vois 4, 5, 6 fois par jour. Il y a des Mm. fois des trucs, t'hallucines. Ouais. Tu crois que c'est fait exprès, mais tu le vois vraiment. Moi, je passe de moins en moins de temps dans les salles parce que bah, j'ai d'autres activités autour. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, à chaque fois que tu rentres dans la salle, tu fais un tour d'horizon. Mais mes Tu- vidéos, c'est l'inspiration, c'est la salle. C'est trop Moi, facile. des fois, je vais à la salle, je m'assois sur la box et je regarde. Et tu notes. Et je me dis, hop, prochaine vidéo, je fais ça. Hop, prochaine vidéo, je fais ça. Mm. Et du coup, je m'inspire, tu vois, de trucs. Des fois, c'est des trucs rigolos, des fois, c'est des trucs évidents. Des fois, c'est aussi le savoir-vivre qui se perd de plus en plus à cause des réseaux, tu vois. Ouais, et puis l'éducation aussi, de manière générale. En ce moment, il y a aussi ce mode de tout le monde se filme à la salle. Mm. Moi, je trouve ça bien, mais ça a des limites. Ouais. Tu vois, moi-même, c'est mon travail, c'est devenu mon travail, mais moi, n'importe qui passe devant la caméra, je m'en fous. Mm. Tu vois, je le dis aux gars quand ils me voient y arriver, bon, ils me connaissent tous, je passe, repasse, t'inquiète. Ouais. S'il faut la tourner 10 fois, moi, je veux pas empiéter sur ton entraînement. Je suis en train de travailler, mais l'espace, il est à toi, il est fait pour s'entraîner. Je mets personne derrière, on va flouter, mais si tu dois passer même devant moi, tu passes, ne t'occupe pas de moi. Ouais, mais c'est encore jamais arrivé que quelqu'un m'engueule parce que je passe dans son champ, parce que je pense qu'il serait bien reçu. Il y en a qui le font. Ouais. Et après, tu as aussi les cons, et même les anciens coachs, qui veulent pas faire les mises à jour dans leur cerveau. Ah, maintenant, tous les jeunes, ils ont des trépieds, tout le monde se filme. Ok, moi déjà, je préfère voir des jeunes avec des trépieds dans des salles de sport que devant des bâtiments en train de fumer des joints. Déjà, Mm. de une. Et de deux, quand tu es coach, ben, qu'est-ce que tu demandes en fait à ton coaché à distanciel qui t'envoie les vidéos? Et comment il se filme en même temps? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse sous les vidéos? Qu'il prenne la machine, qu'il l'amène chez lui dans sa chambre et qu'il Mm. se filme dans sa chambre? À un moment donné, les gars, faut un peu réfléchir. Mm. C'est nous qu'on leur demande aux gens aussi de se filmer. Alors oui, tu as toujours des dérives, tu as 2, 3 cons ou connes qui le font juste pour se montrer. Écoute, ils font du sport, c'est déjà bien. Mm. Tu vois? Je pense à la même chose. Voilà, c'est déjà bien. On va pas s'arrêter à ce genre de détails, il y a bien pire, tu vois. Si tu devais recommencer, bah, tu changerais quoi? Si tu devais tout recommencer? Tout recommencer? Ben, en fait, je me dis avec la vie de famille que j'ai, ben, c'est la famille. En fait, là, j'ai la famille que j'ai toujours voulu avoir, tu vois. Une femme qui est présente pour moi, qui me fait confiance. Ma femme, demain, je lui dis j'arrête, je fais du cirque, elle m'achète un chapiteau, elle est avec moi, tu vois. Mm. Ça, c'est pas tout le monde qui a cette chance. J'ai Non, beaucoup de collègues c'est qui vrai. sont bridés par leur femme. Bon, on vit de la même activité, donc on se comprend. J'ai mes enfants qui sont en pleine santé, donc on va dire, si c'est le cadre familial, j'aurais rien changé parce que sinon je serais pas arrivé à ça. Mm. Maintenant, si je prends une réelle remontée dans le temps et que là, à l'heure actuelle, j'ai pas ma famille ni rien, carrière footballistique de A à Z à fond. C'est même pas je mets un pied en boîte parce que moi à l'époque c'était mardi au dimanche Mm. en boîte. Ça, tu le vis bien pour Paris ou pas? Ouais, franchement, je suis super content. Mm. Je te dis honnêtement, je suis pur Marseillais, Ouais. mais je suis un footballeur. Ouais. Et ce qu'ils ont produit, c'est magnifique. Mm. Je disais ce matin à la salle aux gars, Paris, ils ont fait en 1h30, en 90 minutes contre l'Inter, ce qu'on n'a pas fait 10 minutes depuis 10 ans. Oui, exactement. C'est-à-dire que ça a été un rouleau compresseur, ils n'ont pas jeté un ballon, c'est ressorti de derrière jusqu'à devant, ils étaient en danger, ils ont ressorti propre. C'est magnifique, moi je suis content, ils méritent en fait, ils méritent. Après quand ils jouent contre Marseille, non, je veux qu'ils perdent. Ouais, Ça, c'est sûr, oui, oui, mais- normal. Mais Ligue des Champions, j'étais pour eux, hein. Honnêtement, je regardais le match quand ils ont marqué, même si je suis pur Marseillais. Voilà, après, c'est quand même un club français, tu vois.
Il y a un Moi, j'ai truc cette mentalité-là. Je suis un footballeur, en fait. Les Mm. footballeurs, ils sont pour le foot. pour le foot, le Mm. beau jeu. Je suis Mm. désolé, tu regardes un match de Marseille, tu te fais chier, quoi. Il n'y a pas trois passes. Tu as un public de connaisseurs, soi-disant. Tu regardes, 80%, ils sont torse nu de au match. Ouais. Il te dit c'est un public de connaisseurs. Mais le mec, tu lui demandes quelle action il y a eu à la 20e minute. Il sait même pas s'il y a eu C'est penalty, plus- hors-jeu ou si c'était la mi-temps. Tu vois? Mais, moi, il y a un truc que j'ai retenu là du match et qu'on peut retranscrire dans l'entrepreneuriat. L'entraîneur, il a dit je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 12 buts, d'accord, chacun, plutôt qu'en avoir un seul qui en marque 40. Tu vois, c'est fou quand même qu'ils ont réussi à faire cet exploit par le collectif. Et c'est le collectif qui me manquait. Et je pense que tu peux aller au bout d'un projet uniquement si le collectif il est aligné et qui va dans la même direction. Et là, tu crées des exploits. Donc, Exactement. monter une équipe pour réussir, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans tout ce que vous allez faire, tu fais rarement les choses seul. D'ailleurs, Movit Academy, ça s'est pas fait seul. Attitude, ça se fait pas seul. Toi, tu t'es pas fait seul. Pour ça, des fois, quand j'entends des entrepreneurs qui disent ouais, moi, je me suis fait seul. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, mais si tu veux aller plus haut, Mais va bien sûr. falloir Après, c'est les que. rencontres aussi qui te font, c'est les personnes avec qui tu échanges. Mm. Mais comme tu as dit, on en a discuté déjà tout à Mm. l'heure. Hein, là, tu as dit monter une équipe qui est alignée. Ben oui, pour vraiment réussir, il faut monter une équipe qui est alignée. Il faut s'entourer aussi des meilleurs. Il ne faut pas avoir peur de s'entourer de meilleurs que soi Oui, pour ça- être toujours le... À un moment Ouais. donné, si tu es toujours le meilleur, tu progresses pas. Ouais. À un moment donné, moi j'ai une phrase qui dit si tu es dans une pièce et qu'il y a 10 personnes et que c'est toi la meilleure personne des 10, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce si tu veux progresser. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur de dire je suis avec des meilleurs parce que c'est eux qui vont t'amener vers des gros résultats. Mais trouver ces personnes qui sont alignées avec les mêmes objectifs, qui ont envie d'avancer, qui ont cette constance, qui ont cette discipline, ça devient de plus en plus difficile, il faut le reconnaître, de monter une équipe complète C'est avec dur. des gens alignés. C'est très dur. C'est très difficile. Moi, comme je t'ai dit, dans mon équipe, là actuellement, on est 5. La personne avec qui je travaille depuis le plus longtemps, ça fait 1 an. Mm. Donc, imagine, C'est mais on est dur. passé avant ça, tu vois? Ouais, non, mais tu prêches un convaincu. Hein. Donc ça devient difficile même dans la mentalité. Et ça, faute à quoi? On en revient. Réseaux sociaux, tout le monde rêve, tout le monde pense que les réseaux sociaux, c'est prendre une caméra, se filmer, générer de l'argent. Non, non, réseaux sociaux, c'est un travail à part entière. Soit tu le prends, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour dire ben moi j'ai 2 millions de personnes. Tu sais, pour te dire, voilà, ta satisfaction, c'est j'ai 2 millions de personnes, et ton trophée, c'est j'ai 2 millions de personnes. Ou te dire, c'est mon entreprise, c'est un travail, je suis là par rapport aux gens, parce que c'est un chiffre, mais il faut bien se rappeler que derrière, c'est des humains qui t'amènent là. Donc déjà, Merci. comme on l'a dit, t'es pas fait seul. Mm. C'est les gens qui te portent aussi quelque part. Mm, mm. Donc voilà, il faut se dire que voilà, c'est un métier à part entière. Maintenant, les jeunes, voilà, tu n'arrives plus à trouver des gens parce qu'ils rêvent sur les réseaux. Ah ben là, je dois monter une équipe, je suis graphiste ou je suis vidéaste. Ah mais, ouais, mais si je fais les réseaux sociaux, je vais monter une formation et puis je vais me faire 50 000 à chaque formation. Et puis combien il y en a qui lancent et qui se plantent. C'est pour ça, ça a beaucoup... c'est un bon outil, mais trop de gens s'en servent pas de la meilleure des façons. Et du coup, il y a tout qui est biaisé. Tu sais plus. Les gens veulent réussir en un claquement de doigts. Allez, je fais Instagram, c'est bon, j'ai de l'argent. Tu vois, c'est comme si je te donne 1,5 million de followers, qu'est-ce que t'en fais, tu vois? C'est Je ça. te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que t'en fais? Moi, je connais plein de gens, tu leur donnes 1 million d'euros, ils vont les dilapider, ils seront jamais riches. Ouais. Alors que t'as des mecs, tu leur donnes 1 million d'euros, t'attends 2-3 ans, ils te l'ont multiplié par 10. Ça. Mais si je te dis que moi, quand je suis passé à... En fait, je me suis fixé un objectif, j'ai pas de limite. C'est-à-dire, quand j'ai dit à ma fille, j'avais 10K, et j'ai dit, papa, il va tout faire pour avoir 20K. Et elle m'a dit, parce que nous, il n'y a que 2 ans et demi, 3 ans qu'on a percé, tu vois. Et, mais les gens pensent qu'on a percé en 2 ans et demi, 3 ans, mais non, c'est 15 ans de travail qui ont abouti en 3 ans. Mais ma fille m'a dit, papa, t'es trop vieux. Ça a été une motivation. Elle m'a dit, t'es trop vieux, tu vas pas avoir 20 000 comme ça, regarde, il n'y a que des jeunes et tout. J'ai dit, bon, combien tu paries que j'aurai 20 000 le mois prochain? Elle me dit, allez, et elle rigole. 10 jours après, j'ai 20 000. J'ai commencé à faire des vidéos de fou. Je me suis challengé avec ma fille. J'ai envoyé, 10 jours après, j'ai 20 000. J'ai dit, moi maintenant, 30 000. Elle me dit, papa, arrête. Même pas 15 jours après, 30 000.
Et je dis maintenant, on va aller chercher les 100 000. Elle me dit, c'est impossible, 100 000. Je vais chercher les 100 000 en 3-4 mois. J'ai dit, alors papa, là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Maintenant 1 million. Même ma fille, elle a changé d'avis. Elle m'a dit, maintenant tu vas aller faire 1 million. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit que 20K, c'était pas possible. Et puis par tout ce que j'y ai prouvé, elle s'est dit, mais même 1 million, c'est possible avec mon père. Il s'arrête pas en fait, il y va à fond, tu vois. Et du coup, voilà, ça a été un challenge aussi comme ça. Mais voilà, pour te revenir, j'avais 100K et je générais pas 1 euro de ma communauté. Donc tu as des gens qui rêvent. Ok, j'ai 100K. Comment je fais maintenant pour vendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis pas formé moi à ça. Je connais pas, c'est quoi? J'ai 100K, mais allez, je lance un truc. Moi, j'avais lancé une première programmation, mais c'est bon, j'ai 100 000. Bon, alors la programmation, je la fais à 100 euros, j'ai 100 000. S'il y en a juste 10 000 qui achètent, tu vois, tu te fais des calculs comme ça dans ta tête. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des stratégies, comment je vends, qu'est-ce que j'utilise, quel support, comment je fais venir les clients, comment je leur donne envie d'acheter ma programmation. Donc non, 100K, je peux te les donner, mais tu peux générer 0 aussi. Puis les marques, au début, elles arrivent, tu connais pas. Ah ben tiens, toi, t'as 100K, ok. Bon, je te sponsorise, tu me fais une vidéo, je te paye 250 euros par mois. Mais toi, au début, syndrome de l'imposteur. Tu crois déjà que 250 euros pour une vidéo, c'est énorme. Mais quand tu vois que tes collègues, pour une vidéo, ils prennent 3, 4, 5, 6, 7 000 au fur et à mesure, parce que tu t'es ouvert au monde et que tu es allé chercher les infos et que tu n'as pas eu peur de contacter des gens, d'aller dans les discussions, dans des réunions, dans des événements, ben, tu te rends compte qu'en fait, c'est toi la dinde. Parce que tu as un potentiel et tu ne l'exploites pas, quoi. Donc c'est pour ça, c'est un très très gros travail, tous les réseaux, tout ça. Il y a trop de personnes, on en parlait tout à l'heure, prennent ça à la légère, ou ils vont te dire, ah bah, lui c'est un influenceur. Non les gars, les réseaux c'est un outil. Il y a l'influenceur, mais moi c'est mon entreprise, les réseaux sociaux. Tu tournes combien de vidéos par semaine? Par semaine, alors combien j'en tourne exactement, je ne pourrais pas te dire. J'en tourne... entre 10 et 15 par semaine. 10-15 par semaine que je vais mettre en format réel. Après, tout ce qui est format story, tout ça, j'en tourne 4-5 par jour. Voilà. Ouais, donc, ouais, j'ai toujours de l'avance sur ce que je fais. Et après, donc, j'invente des concepts. Je m'inspire de concepts, mais je garde mon identité. On a inventé pas mal de concepts et en m'inspirant aussi. Parce qu'en fait, j'ai arrêté sur les réseaux sociaux, je suivais tout le monde et n'importe qui à un moment donné. Les gens qui sont à la mode de suivre. Donc non, je me suis dit, mon travail c'est les réseaux. Donc maintenant, il faut que je suive des gens qui m'inspirent et des gens qui m'apprennent quelque chose. Donc j'ai gardé les traits professionnels, de par le technique, tout ça, et que tu n'as pas forcément envie de passer 5 minutes à regarder leurs vidéos parce que c'est à dormir debout, mais il n'y a que des passionnés comme nous qui vont les regarder parce qu'on va apprendre. Mais monsieur, madame, tout le monde, il va tomber sur la vidéo, c'est pas beau, il va zapper, hein, c'est une société de consommation sur les réseaux. Et à côté, ceux qui n'ont pas forcément le meilleur fond, mais qui ont la bonne forme. Et moi, ça va me donner des idées. Pourquoi? Lui, il a sorti un sujet qui est super intéressant. Moi, je vais le simplifier au taquet pour que tout le monde puisse comprendre. Pas me faire un truc très difficile, me faire adapter à monsieur, madame, tout le monde. Mais par contre, lui, il a un format où il présente ses vidéos. Là, comme il a fait, c'est rigolo. Clac, là, je prends ça, je mets ça, je prends ma propre personne, mon authenticité, mon identité, et j'en fais une vidéo. Je t'ai dit, j'ai fait une vidéo sur le son de, tu sais, l'instru Men in Black. C'est moi qui l'ai sorti, ce concept. Il a pété dans le monde entier. Ça a généré des milliards de vues. Mais je me suis inspiré, comme je t'ai dit, d'une recette de cuisine. Le mec, il le faisait. C'était un cuisinier. Alors, je ne saurais même plus te dire qui c'était. Et il faisait ça au rythme de la musique. Et comme je t'ai dit, j'ai dit à ma femme, tiens, viens, on fait ça comme vidéo la prochaine et tout. Et en plus, c'était une vidéo pour une marque qu'on devait faire. C'était la première vidéo qu'on devait faire pour une marque. Elle me dit, ah, ça va, c'est ridicule et tout. J'ai dit, on le fait, tu vas voir, ça va marcher et tout. Et on le fait. Première vidéo, on fait 9 millions de vues pour la marque. Plus grosse vidéo de leur histoire, quoi. Et de là, on a sorti une série, ça a été repris dans le monde entier. Et ce qui a fait que ça m'a fait un peu péter aussi, là, je m'étais pris rapidement 100 000 abonnés. C'est qu'il y a des mecs aux États-Unis, des gros influenceurs, et au Brésil, qui avaient copié ma vidéo. Mais à 100%, même avec mes expressions, mes mimiques et tout. Et les gens avaient vu qu'ils me copiaient et ils me mentionnaient dans les commentaires. Donc les autres revenaient chez moi. Mais fort. Moi, au lieu de marronner, c'était gratifiant, tu vois, que ce genre de personnes... Puis voilà, ça s'est fait comme ça. C'est énorme.
Ouais, mais c'est voilà, tenter des choses et mettre des actions en place. Comme je dis, La base de l'entrepreneur, quoi. voilà, faites des trucs. Nous, Mm. on a un concept, je m'en fous, je tente, je le fais, j'ai pas peur d'être ridicule, et je le fais. Et à chaque fois, des trucs, on les a tentés, ben, une fois sur deux, ça passe. Tu vois, là, on a Ouais. fait la vidéo avec ma femme, on a fait 35 millions de vues. On s'est inspiré d'un concept qui existait. On a fait plus que le mec qui a sorti la vidéo. Non, mais c'est fort, hein. Vraiment, Donc, moi je trouve ça dingue. Ce qui finalement, la leçon de tout ça, c'est que tu as tenté tellement de choses que sur le lot de tout ce que tu as tenté, il y a forcément des choses qui ont fonctionné. c'est ça. Et puis après, tu as réussi à sélectionner et à rester sur les choses qui fonctionnaient le plus. Donc, Mais après, nous, on s'est aussi calqué sur un modèle international. C'est-à-dire, mm. moi, ce qui se fait en France, il y a de très bons coachs que je kiffe. Mais le format, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, visuel à regarder, ça me plaît pas plus que ça. Mm. Moi, j'aime qu'il y ait de la mise en scène, que les gens, en même temps qu'ils apprennent, ils regardent ta vidéo comme une petite série. Peut-être Greg, il a sorti sa vidéo, Ouais. allez, qu'est-ce qu'il va faire, à qui il va lancer la bouteille. Tu vois, là, en ce moment, j'ai une série, à chaque fois qu'il y a un mec qui fait mal à un exercice, j'y jette une bouteille. Ah oui, oui. Les seules vidéos maintenant où je mets pas la bouteille, j'ai plein de commentaires. Ouais, t'as pas pris la bouteille, machin, il mérite un coup de bouteille, tu vois. Ouais. J'ai lancé des petits trucs qui fait que ben il y a la mini-série Greg, voilà, il envoie des vidéos et ça on le voit pas trop en France, on est beaucoup, il y en a quand même qui le font parce que je vois Nage, Mm. on a parlé, voilà, une méchante imagination, il fait des super trucs, tu vois, j'ai un collègue aussi, Kanz, il fait des bons trucs, mais voilà, on n'est pas beaucoup à créer ces petits scénarios, Ouais. à prendre des trucs en même temps en faisant rire, et ça, voilà, en France, on est beaucoup scolaire, tu sais, dans ce qu'on fait, Ouais. parce que les gens ont peur de la critique, de dire, ah ben, je me suis transformé en acteur, je suis plus coach. Non, Mm. non, c'est encore un outil. Tu es Non, c'est- capable de faire de la comédie, pourquoi tu vas pas la faire? Ouais, ouais. C'est encore un outil Mm. supplémentaire que tu as dans tes capacités de coach. Comme j'ai dit, le coach, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Alors, c'est sûr que tu vas pas voir, comme je te disais, le gars, Suisse, préparateur physique des plus grandes stars, en train de faire ce que je fais moi, mais on n'est pas dans le même registre. Mm. Tu vois, chacun son registre. À qui tu veux dire merci aujourd'hui pour ce parcours qui ne s'arrête pas là, hein. C'est un parcours qui continue et qui va continuer au-delà de cette interview, mais jusqu'à aujourd'hui, maintenant, à qui tu voudrais dire merci? Qui je voudrais dire merci. Il y a tellement de gens. Ben, comme je te dis, je ne veux pas faire le sentimental, mais merci ma femme parce qu'elle m'a poussé. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui croit tout le temps en toi. Tu vois, qui te suit dans tout ce que tu fais. Donc déjà à ma femme. Après aussi mon père qui a toujours été là derrière moi. Et merci aux personnes qui m'ont permis bah, comment dire, d'atteindre ce niveau sportif, tu vois, les multiples personnes que j'ai rencontrées dans les salles de sport. Je pense à un gars qui a eu une grave maladie récemment, un de mes premiers coachs, DJ Creton, qui était un ancien champion de bodybuilding. Des anciens, tu vois, des vieux de la vieille, Ouais. qui, voilà, tu rentrais dans la salle, il fallait dire bonjour à tout le monde, t'avais pas le droit au téléphone, tu changeais les chaussures quand tu rentrais, tu vois, Mm. la séance jambes, fallait pas la manquer. Merci aussi à un prof parce qu'attention, j'ai parlé de prépa sport, mais pour moi, j'ai eu un prof qui, pour moi, est le summum du coaching, c'est Philippe Molenji, qui y est plus à prépa sport, il faisait le Krebs et prépa sport. Une bible du sport, tu parles de n'importe quel sport avec lui, il connaît tous les sports. Tellement t'es bluffé, tu lui parles d'un sport, il connaît tous les noms, et des anciens et de maintenant, hein. C'est Ouais. un gars qui a plus de 60 ans. Donc merci à ces gens qui m'ont inspiré. Même des gens que je connais pas, tu vois, comme je te dis, des gars comme Suisse, moi je les connais pas, mais c'est des gars, j'ai l'impression de les connaître et de les estimer. Ouais. Parce que c'est tellement vrai, c'est tellement pur, c'est tellement fort ce qu'ils font que ça m'inspire, tu vois. Mm. Et le parcours, il est tellement Fort. incroyable, tu regarderas de toute façon. Ouais. D'ailleurs, c'est un gars, pourtant, tu vois, je suis coach. Ouais. Je pourrais me dire, je partage pas les autres coachs parce que, attention, hein, Il y en en a France, ça comme marche ça. beaucoup comme ça. Hein, Ouais. mais moi, c'est des gars que je partage leur compte avec des potes à moi ou même des clients. Hein. Mm. Moi, je dis, regarde, il a fait un truc sur la mobilité, c'est super, va voir et tout, tu vois. Et ouais, merci à tous ces gens qui m'inspirent, quoi. Qui c'est que tu pourrais me conseiller à inviter dans ce podcast Attitude? Un coach qui a justement l'attitude
Ah ben, lui que je te dis, K-Suisse, si tu l'invites, c'est un monstre. Après, est-ce qu'il aura le temps de venir? Je sais pas. Il y a Kanz, Kanz coach, qui est sur Ouais, Paris. Je sais pas si tu vois qui ouais, ouais, je c'est. vois très très bien. Lui aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Si tu as envie d'avoir un peu de fun, nage. Ouais. Hein, fun et des connaissances aussi, hein, Mm. attention. Hein, là maintenant, il a dit, lui, il kiffe plus faire de la vidéo, tout ça, faire rire et tout, mais c'est quelqu'un aussi qui a des connaissances. Voilà, ce genre de personnes-là, qui sont des bonnes personnes et qui sont des personnes. Alors qu'à suite, j'ai un peu discuté, mais j'avais là depuis peu parce que j'avais déjà explosé sur les réseaux. Mais des mecs comme Kanz, des mecs comme Nage, c'est des gars, on a grimpé en même temps, on va dire un petit peu, sans se connaître. Mais c'est des gars que tu leur parlais déjà à l'époque, ils te répondaient. Oui, oui, quand Tu je. vois, c'est des mecs, ils n'hésitent pas à partager. Tu vois, moi par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'appareil photo là, qui est en train de nous filmer. Je demandais la marque. Moi, c'était Nage qui m'avait dit achète ça. Ouais, On m'avait parlé des micros, tu vois. Je te t'énumère pas les coachs à qui j'ai demandé la marque de micro qui m'ont laissé en vue. ouais, Parce qu'ils ont peur que, tu vois, comme tu as le même micro qu'eux, bah, tu vas commencer à les concurrencer, tu vois. Moi, ouais. j'ai eu des problèmes comme Mm. ça avec Essan, par exemple, NFC, qui un jour, j'ai reçu un message comme quoi il allait m'attaquer en justice parce que il y avait des similitudes sur mon site par rapport au sien, tu vois. Donc bon, il n'y avait pas de similitude, mis à part quelques phrases de conditions de vente ou des trucs comme ça. Il voulait m'envoyer en justice au tribunal. Et là, je te parle d'un gars qui prône la bienveillance sur les réseaux, hein, et qui n'est pas diplômé. Donc, tu vois, donc c'est pour ça, il y a du très bon. Après, il y a des gens qui se mettent une image et qui l'ont pas forcément, tu vois. Ouais. Voilà. Après, attention, c'est aussi un exemple, là, le gars, c'est juste pour te faire une petite parenthèse, mais c'est un exemple de réussite aussi, lui, Ouais, hein. ouais. Il a pété dans son domaine, très fort en communication, Ouais. du luxe dans tout ce qu'il fait, des athlètes qui ont explosé, mais voilà, pour te dire. Ouais, il y a une. De C'est. toute façon, de toute façon, il n'y a pas de secret dans le business. Quand tu as atteint un certain niveau, c'est qu'il y a eu du travail à un C'est ça. moment donné. C'est pas. La Ah oui, chance, oui, c'est ça. la chance, ça va 2 minutes, hein. C'est ça. Moi, c'est pareil, je te dis ça, cette broutille-là avec le Essan, là, c'est pas quelqu'un que j'apprécie plus que ça, mais le mec, il a réussi, quoi. Mm, Euh, mm, S'il a réussi, c'est comme je te dis, c'est comme Thibaut, c'est qu'il fait des choses bien. mm. C'est pas uniquement, il fait pas uniquement de la merde. Faut saluer aussi le travail, même Ouais, si moi, ben, par rapport à l'abruti que j'ai eu, ben, j'ai une autre image maintenant de la personne. ouais. Mais voilà, c'est un exemple de réussite aussi, hein. Mm, mm. Il y en a quand même qui ont réussi, hein, dans le domaine Ah oui, oui, oui. français, hein, Ouais, ouais. dans le coaching, hein. On pourrait les citer, mais On a parlé de Sissi Mua tout à l'heure, ouais, elle a été beaucoup critiquée. Je suis non, c'est fort. désolé, Sissi Mua, elle fait bouger des millions de personnes, quoi. Ouais, Et c'est une entrepreneuse, voilà, c'est dans le monde entier, elle est connue maintenant. ouais. Non, non, ouais, très très fort. Greg, merci beaucoup. Ben, Merci merci à toi. d'avoir répondu à l'invitation. Tu nous as apporté énormément de valeur. Il y a beaucoup de phrases qu'on aura retenues. Moi, j'en ai retenu une qui m'a fait rire, celle avec le chapiteau. J'ai Ah ouais. trouvé ça très drôle. On la gardera, elle est top. Merci à toi. Et puis, bah, bonne continuation dans tout ce que tu fais, parce que tu entreprends quand même pas mal de choses. Et puis, peut-être qu'on te reverra dans ce podcast pour aborder d'autres sujets. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Eh ben, Merci à écoute, toi. merci beaucoup et on repartagera des moments, je pense, dans le Ouais, ouais, c'est futur. sûr. Et dernier mot, la fin, pour tous mes confrères coachs et jeunes coachs, donc je fais ce dernier mot, faites. Entreprenez, faites, n'ayez pas peur de prendre des risques. Et l'échec, ça arrive à tout le monde. On y est tous passés. Donc faites les choses et vous allez y arriver.